Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Un invité avec nous sur le plateau, nous en parlons. L'actualité dans le pays reste dominée par la loi Noël Siani. Certains estiment que c'est une loi protectrice parce qu'elle permet à l'État de verrouiller l'accession à certaines fonctions importantes. D'autres pensent que c'est une loi qui va enflammer le pays, qui va embraser la République parce que c'est une loi conflictogène qui exclut un certain nombre de Congolais. On parle donc de cette loi-là de Noël Siani. On reviendra également sur plusieurs autres enjeux politique ici en République démocratique du Congo. Avant de vous présenter mon invité, laissez-moi dire merci à nos partenaires, la boutique La Londoloise avec Judith Londolé Betoko. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière extraordinaire et chic. Regardez ce qui se passe dans les spots publicitaires. Appelez ce numéro-là et faites vos commandes. En passant, c'est d'ailleurs elle, comme d'habitude, qui nous habille encore ce matin. Mon invité de ce soir, Maître qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'ai l'habitude de l'appeler Maître tout le temps? Docteur Rodrigue Mwamba. Docteur, bonjour. Bonjour, bonjour. Mais de toutes les façons, entre l'avocat et le médecin, souvent, il n'y a qu'un seul petit pas. Vous allez bien? Exactement. Non, ça va, en forme. Merci d'avoir une fois de plus répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti politique de M. Germain Kambinga, le centre, et que vous êtes encore du FCC, vous n'avez pas abandonné Kabila. Jusqu'à preuve du contraire, on est toujours au FCC. Vous êtes dans l'opposition ou vous vous considérez comment? Parce que bon, j'ai comme l'impression que certains cadres FCC avec lesquels je parle ont du mal à s'assumer. Tantôt ils disent qu'on est dans la résistance. Le FCC est aujourd'hui de quel bord? Écoutez, je ne saurais personnellement pas parler au nom du FCC parce que je représente plus le centre. Et je vous avais dit, lorsque nous sommes passés à votre émission la première fois, que nous sommes parmi ceux qui, au FCC, pensent qu'il fallait que nous puissions reformer les choses. Mais vous y êtes encore au sein du FCC. Et justement, nous sommes ce courant réformateur qui veut que les choses changent pour s'adapter aux nouvelles réalités. Mais est-ce que nous sommes à l'opposition ou à la majorité? Mais c'est clair, selon la loi, nous sommes à l'opposition parce que nous sommes minorisés. On nous a pris notre majorité, comme nous l'avons toujours dit, de façon magique. Mais voilà. La réalité, nous l'acceptons et nous avançons. Docteur Rodrigue Mwamba, vous êtes Congolais, vous savez qu'à l'heure où nous parlons, à l'heure où nous enregistrons cette émission, le cardinal Monsengo est en train d'être mis en terre. C'est un homme qui a marqué l'histoire de ce pays, que ce soit sur le plan politique ou même sur le plan religieux. Quelle est l'image que vous, personnellement, vous gardez de ces prélats catholiques? Bon, avant tout, je voudrais d'abord présenter au nom de son Excellence Germain Kambinga Katumba, qui est le président du centre, nos condoléances à la famille biologique, mais aussi à tous les chrétiens du Congo pour la perte du cardinal Monsengo. Le cardinal Monsengo, moi je ne sais pas, je suis son petit-fils, et c'est un personnage extrêmement ancré dans nos mémoires communes par rapport au combat, pas seulement aux catholiques, mais c'est-à-dire le combat politique qu'il a mené depuis les années 90 jusqu'à récemment dans notre pays pour l'avènement de la démocratie. Donc c'est pour nous un symbole du combat pour la démocratie dans notre pays. Un kabiliste qui l'a dit, parce qu'à un moment donné, Monsengo Lessé était pratiquement en porte-à-faux avec vous tous, les kabylistes. Hein. Vous lui demandez de remettre sa soutane et d'aller à l'église, un peu pour dire lorsqu'on meurt, tout le monde vous encense. Nous sommes centristes et membres du FCC. Et que vous êtes médecin, donc docteur, on sait que dans le pays, les médecins sont en grève. Au niveau des hôpitaux publics, vous-même, vous prestez aussi dans un hôpital public, vous êtes aussi en grève. Vous mettez où, vous, les médecins congolais, les serments d'Hippocrate, lorsque vous nous renvoyez, nous, vos patients qui venons aux hôpitaux aujourd'hui, vous êtes en grève. Demain, les serments d'Hippocrate, apparemment, pour les médecins congolais que vous êtes, ne représentent plus rien. Vous savez, Perrault, dans le monde entier, avec cette crise, cette pandémie de la Covid-19, les médecins sont applaudis. Les médecins sont gratifiés.
Parce que le travail que nous faisons, c'est pas seulement de sauver des vies, mais c'est de donner aussi notre vie. Je ne sais pas si je serais exhaustif si je citais le nombre d'éminents médecins, professeurs d'université, qui sont partis parce qu'ils ont exposé leur vie à sauver d'autres vies à cause de la pandémie à Covid-19. Il y en a beaucoup. Ils sont partis dans l'anonymat la plus totale, parfois sans même aucune indemnité de l'État. Est-ce que je peux vous dire combien de mes confrères qui ne sont pas payés, on les appelle les médecins non primés, qui sortent chaque jour dans la rue, ils sont plutôt gazés au lieu d'être applaudis, qui ne gagnent rien alors qu'ils sont tout le temps au chevet des malades. Certes, nous avons prêté un le serment d'Hippocrate et nous y sommes liés. Mais ce que le public ou les gens ignorent très souvent, c'est qu'il y a aussi à côté du serment d'Hippocrate, le testament d'Hippocrate, qui recommande aux médecins ou à la cité de faire du médecin la personne qui a le meilleur parfum de la cité. Aujourd'hui, un médecin n'a rien à... excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais un conducteur de taxi, et parfois gagne beaucoup plus qu'un médecin ici au Congo. C'est ça la réalité. Donc à partir d'un certain moment, il fallait que nous puissions faire voir au gouvernement, après toutes les négociations qu'il y avait eu, que les médecins en avaient ras-le-bol de vivre comme un sous-homme et dans l'indignité dans laquelle, ou l'indigence même, dans laquelle on voulait le mettre. Et dans une période aussi catastrophique, aussi importante comme celle-ci, où il y a Covid, vraiment consciemment, vous décidez d'aller en grève. Nous pensons que c'est la responsabilité de l'État congolais. Vous ne vous imaginez pas dans quelles conditions nous travaillons. Nous recevons des cas Covid-19 sans aucune protection. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Sans aucune motivation. Au fait, nous le faisons pour le bien des malades même, parce que venez dans les hôpitaux publics, c'est des mouroirs. Venez dans les hôpitaux publics, vous verrez combien il y a d'états. Ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité du gouvernement et nous voulons le faire entendre à qui veut nous entendre. Bon, espérons que l'État va finalement répondre à vos questions. Moi, on sait que vous avez créé vos boutiques, chacun a ses boutiques. Vous prenez même les malades de l'État, vous orientez dans vos petites boutiques là, chacun a son coin, chacun... Voilà. Non, il ne faut pas généraliser, mais c'est vrai que les moutons noirs n'existent pas. Chaque médecin a son coin, chaque médecin a son hôpital. Tous les grands noms qu'on connaît dans la médecine ont créé leur propre maison. Bon, l'État aussi, lorsqu'il y a des souscriptions, il va souscrire dans des hôpitaux privés. Le problème, c'est comme vous l'avez dit, c'est vraiment l'État. Alors, parlons politique, parce que je vous ai fait venir pour parler politique. L'actualité politique reste quand même dominée par la loi qu'on appelle Noël Tiani, une loi qui est désormais portée par le député national Ntsingui Mpululu. Vous êtes de ceux qui estiment que cette loi ne devait pas exister. Ntsingui Mpululu et Noël Tiani nous disent que nous sommes un grand pays, nous devons nous protéger. Qu'est-ce que vous reprochez à cette loi qui, en principe, vient aider le Congo à ne pas subir la balkanisation et les dictats de l'étranger? Vous savez, jusque-là, au centre, nous avions considéré qu'il s'agissait d'une démarche d'un politicien pour rechercher le buzz et faire parler de lui. Je parle de M. Noël Tiani, lorsqu'il a lancé l'idée sur la place publique. Mais à partir du moment où un député national a endossé la loi, et que nous avons tous suivi que le président de l'Assemblée nationale lui-même a estimé que cette loi méritait d'être mise sous débat à l'Assemblée nationale, nous sommes directement sortis de notre réserve. Parce que nous avons perçu le danger qu'il y a dans cette loi-là. Vous savez, c'est quand même incroyable. Et je suivis d'ailleurs votre émission. Vous avez eu avant moi plusieurs autres invités qui ont parlé sur ces sujets. Le fanatisme, cette sorte de subjectivité, d'amalgame qu'il y a autour de ce sujet est extrêmement ahurissant. Parce que c'est comme si nous ne nous rendons pas compte qu'à chaque fois qu'un pays a essayé, ou dans un pays, l'on a essayé d'exclure les citoyens de ces pays-là, sur la base de la race, sur la base de leur origine familiale, sur la base de leur sexe même, ce pays-là a tout de suite plongé dans la guerre civile, dans l'anarchie. Et d'ailleurs, je voudrais dire que cette loi-là porte en elle-même le germe de la balkanisation contre laquelle elle prétend nous protéger. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai suivi le ministre de la Communication qui dit qu'il ne faut pas utiliser le terme congolité parce que c'est un terme dangereux. Certes, c'est parce qu'il comprend la dangerosité du terme ivoirité. Mais
nous, au centre, nous disons qu'il ne suffit pas de prendre la poussière et la mettre sous la moquette pour rendre la maison propre. Il faut nettoyer la maison. Et cette loi-là, c'est la poussière que l'on veut cacher. En n'utilisant pas le terme congolité, on met la poussière sous la moquette. Il faut l'extirper de notre pays. Parce que, permettez-moi de finir, le terme ivoirité, il naît exactement dans les mêmes circonstances. En 1993, après la mort de Houphouët-Boigny, celui qui le succède, c'est Henri Konan Bédié. Pour écarter Alassane Ouattara, il crée le terme d'ivoirité parce qu'on soupçonnait Ouattara d'être de père burkinabé. C'était exactement dans le même contexte. Les peuples ivoiriens avaient toujours vécu ensemble avec les habitants du Nord, d'où vient Alassane Ouattara, ceux du Sud. Ils ont toujours vécu ensemble, en harmonie, se considérant tous comme frères et compatriotes d'un seul et même pays. Mais à partir du moment où les politiciens, à cause de leurs calculs politiciens bien sûr, ont décidé d'exclure un certain nombre de compatriotes de la course à la magistrature suprême, nous peut-être immédiatement, ça n'a pas eu d'effet immédiat en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas en 1994 qu'il y a eu la guerre civile. C'est 5 ans plus tard, en 1999, qu'à cause de la même chose, il y a eu le chaos en Côte d'Ivoire. Nous pouvons citer plusieurs exemples dans plusieurs pays où, à partir du moment où l'on a commencé à exclure un certain nombre de compatriotes sur le seul critère de la race, sur le critère de l'origine familiale, le chaos s'en est toujours suivi. C'est pourquoi nous sortons de nos camps, pas pour défendre des individus, excusez-nous, nous ne sommes pas dans cette démarche-là. Mais nous, le centre, nous disons qu'il y a un vrai danger. Parce que le Congo lui-même, il est déjà assis sur plusieurs foyers de tension. Plusieurs foyers de tension, la crise à l'Est, etc. Lorsque vous marchez dans la rue, vous voyez comment la montée du tribalisme lui-même est en train de prendre de l'envol. Et excusez-moi, les élections sont un moment d'acutisation extraordinaire de toutes ces tensions. Et le pays est au bord de la guerre civile si nous laissons ce débat ou cette loi aller et produire ses effets. C'est pourquoi nous montons au créneau. Et je terminerai par dire que cette loi même, elle va à l'encontre de la vision du chef de l'État lui-même. Parce que rappelez-vous que le président de la République du 24 janvier 2019, dans son discours, il dit qu'il va organiser un forum pour la paix et la réconciliation des Congolais. Parce que le président de la République reconnaissait qu'il y avait un problème entre nos Congolais. Et c'est cela l'appel du centre. Au-delà de fustiger une initiative qui va nous diviser, c'est aussi de faire un appel parce qu'il y a beaucoup trop de foyers de tension et qu'il faille que nous mettions tous de l'eau dans notre vin pour vivre ensemble, pour rassembler et non diviser, pour rassembler et non exclure. Les défenseurs de cette loi-là vous reprochent, vous, les tenants d'une thèse comme celle que vous développez de l'ivoirité. On dit qu'à l'ivoirité, on méconnaissait la nationalité à certaines personnes. Ici, on ne dit pas que tel n'est pas congolais. Il est congolais, oui, on l'accepte, mais on verrouille tout simplement les fonctions pour protéger le pays. Ça n'a rien à voir avec l'ivoirité. Est-ce que ce n'est pas une sorte d'amalgame que vous faites pour mal vendre à l'opinion publique nationale et internationale la loi de verrouillage de certaines hautes fonctions, c'est comme ça qu'on les présente au niveau de la République? C'est une sorte d'amalgame qui est de comparer la loi Noël Tiani à l'ivoirité. Ces deux concepts totalement différents selon ceux qui défendent la loi. On va y arriver au verrouillage parce que déjà nous estimons qu'il y a déjà suffisamment de verrouillage par rapport à ce qu'on craint, une balkanisation. Mais j'aimerais insister, les historiens ne me contrediront pas. Dans quel contexte il y a eu la question de l'ivoirité en Côte d'Ivoire? C'est exactement le même que nous. C'est parce qu'il fallait mettre de côté un autre Ivoirien qui y avait des origines douteuses, entre guillemets. C'est cela la vérité. Mais la loi est toujours... Allez, je vous en prie. Certes, on se cache derrière cet argument-là, la loi est impersonnelle, mais en réalité, c'est un calcul politique et je ne pense pas que les Congolais ne s'en rendent pas compte. Il y a eu un calcul politique pareil, similaire, pour ne pas dire exactement pareil, en Côte d'Ivoire, on sait comment cela finit. Maintenant, pour la question de verrouillage, écoutez, je ne suis pas juriste, mais je pense quand même qu'à partir du moment où la Constitution elle-même donne les conditions d'éligibilité du président de la République, à partir de ce moment-là, il y a un verrouillage. Et puis, excusez-moi Perrault, mais pour devenir président de la République, c'est tout un parcours. Ce n'est pas, en tout cas dans le format actuel où il y a des élections, vous ne vous réveillez pas un matin, vous devenez président de la République. Il y a un parcours d'un homme
avec un peuple, le lien que cet homme-là tisse avec le peuple. Et c'est ce lien-là, finalement, s'il est fort, qui fait de lui président de la République par élection, pas par nomination. Donc le premier verrou, c'est le peuple lui-même, parce que c'est un choix démocratique. Ce n'est pas une nomination, c'est un choix démocratique. Le peuple congolais est suffisamment intelligent pour comprendre qui aime ce pays, qui ne le trahira pas. Qui le trahira? Parce qu'il s'agit maintenant d'un procès d'intention. Parce qu'on dit, si on a un président qui a un parent étranger, il va trahir, et son cœur va être balancé, mais c'est un procès d'intention. Qui vous dit qu'un Congolais de père et de mère, lui, ne le fera pas? C'est un procès d'intention. Et vous pensez sincèrement que quelqu'un qui aura fait tout ce parcours pour devenir chef de l'État sera un agent du Rwanda, du petit Rwanda, du Cameroun, etc. Non, écoutez, je pense que nous sommes tombés beaucoup trop bas avec ce débat. Le Congo, c'est le rassemblement. Faites attention, j'étais avec Thierry Mosséné pour là où vous êtes assis il y a 2 jours, il a donné un tas d'exemples. Il parlait de Fujimori, je crois que c'est au Pérou, où il parle des Rafik Hariri, à un moment donné qui a sacrifié les Libans pour aller se réfugier en Arabie Saoudite. Les exemples récents sont quand même assez patents pour nous. Comme on dit, chat échaudé, créneau. Excusez-moi, d'abord, c'est pas Rafik Hariri, c'est Saad Hariri, son fils, qui a 3 nationalités. Il est à la fois libanais, il est saoudien et il est français. Il est saoudien de par sa mère. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils disent, les Libanais? Ils permettent cela. Parce qu'au Liban, on peut avoir jusqu'à 4 nationalités. Les Libanais, ils disent que le lien à la terre libanaise ne peut pas s'éroder par l'éloignement, ne peut pas s'éroder par le fait que l'on va dans un autre pays. C'est pour ça qu'ils permettent qu'il y ait plusieurs nationalités au Liban. Et il y a une spécificité avec la nationalité libanaise, c'est qu'elle se transmet par le père, pas par la mère. Donc à partir du moment où vous êtes d'un père libanais, vous êtes tout à fait capable de devenir Premier ministre. Non, mais ça ne dérange pas au Liban. Il a trahi son pays. Ce n'est pas l'a dit ici, non? Mais c'est incroyable qu'il dise ça. Il a trahi son pays comment? Parce qu'il en allant démissionner en Arabie Saoudite. Exactement. Peut-être qu'il n'a pas suivi la suite, mais il s'est expliqué. Il a dit que c'était pour faire un choc positif sur la politique de son pays parce qu'il remarquait qu'il y avait une léthargie. Il fallait que les hommes politiques puissent avoir un électrochoc pour pouvoir avoir un consensus et former un gouvernement. C'est dans ce contexte-là qu'il avait démissionné à l'époque. C'était pour faire ce choc positif. Et pour la preuve, lorsqu'il est revenu, il a été accueilli triomphalement en héros par les mêmes personnes qui l'auraient trahi, vous croyez? Non, mais écoutez, mais qu'est-ce qu'on raconte? C'est de l'amalgame. Ça, c'est de l'amalgame. C'est des contre-vérités pour distraire le peuple. Mais quand il évoque les cas Kissinger, par exemple, les cas Schwarzenegger, pourquoi les pays des vieilles démocraties, eux qui sont organisés, sont fiers de protéger le fonction de président de la République? Nous, on ne les fera pas. Je suis d'accord avec vous. Prenons les cas des États-Unis où les gens se sont réunis qui venaient de loin. Il y a les immigrés qui venaient d'Europe, il y a les Africains qui venaient d'Afrique par l'esclavage, etc. Et ce sont des peuples différents qui ont choisi en Amérique du Nord de former une grande nation qu'ils ont appelée les États-Unis d'Amérique. Mais voyez-vous, le cas de Kissinger et Schwarzenegger, c'est que quand ils ont l'ambition, la règle existait déjà. Et si on veut aller au bout du raisonnement, ce qui se passe aux États-Unis, c'est quoi? C'est qu'aux États-Unis, c'est impossible qu'une réforme constitutionnelle puisse profiter aux locataires de la Maison-Blanche. C'est-à-dire que si on fait une réforme, elle doit être appliquée après, c'est-à-dire au 2e mandat ou à la fin du mandat de la personne qui est à la Maison-Blanche. Qu'on aille au bout de l'idée. Si on veut faire passer cette loi-là, comme aux États-Unis, puisqu'on veut les copier, qu'on attende qu'elle soit appliquée en 2028. C'est ça aussi les États-Unis. C'est ça aussi l'exemple qu'ils sont en train de donner. Donc vous comprenez qu'ils ne vont pas au fond des choses. Ils choisissent des demi-exemples, des petits exemples qui sont un peu en leur faveur pour tromper le peuple. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont et aller jusqu'au bout. Mais l'histoire du Congo, c'est laquelle? Ce n'est pas l'histoire des États-Unis. L'histoire du Congo, c'est l'histoire de plusieurs peuples venus d'ailleurs, la migration bantoue, etc., etc. Et il y a eu des frontières artificielles qui ont été tracées à 8000 km de chez nous, faisant de nous une nation, nous séparant de nos familles.
Les mêmes peuples qu'on retrouve au Congo, c'est les mêmes peuples qu'on retrouve en face, au Congo-Brazza. Les mêmes peuples, les mêmes Tutsis. Il y a des Tutsis congolais, il y a des Tutsis rwandais. Il y a des Soudanais congolais, il y a des Soudanais en Centrafrique. Ce sont des frontières artificielles. Mais nous sommes dit, et c'est cela qui est intéressant. Parce que cette constitution, elle vient d'où? Cette règle, la définition de la constitution, de la nationalité dans notre constitution, ça vient d'un consensus. Et c'est ce consensus. Ce qui est intéressant, c'est cela, c'est que ce consensus est le ferment. Parce que j'ai entendu des gens dire ici que Louis Michel aurait mis autour d'une table les différents belligérants et leur aurait demandé qu'il fallait que chacun soit un petit roi télé dans son pays. Ils ont refusé. Mais ils ne comprennent pas que ce consensus qu'ils ont eu s'est traduit au travers d'un consensus sur la nationalité. Ces gens se sont aussi entendus pour définir qui est congolais. Parce que dans le régime dictatorial dans lequel nous étions, quelqu'un avait décidé qu'il fallait être de père et de mère congolais pour diriger un parti-État. Et on prend cela comme exemple. Malheureusement, un exemple que tous les Congolais aujourd'hui refutent, parce que c'était une dictature. Nous sommes en démocratie. Ceux qui aujourd'hui se disent démocrates prennent un exemple d'un dictateur pour en faire la promotion. Ce qui est grave. Alors qu'à Sun City, il y a eu un consensus sur la définition de la nationalité. Et nous nous sommes tous mis d'accord. Parce que notre histoire, c'est qu'il y a eu des frontières artificielles qui ont été tracées. Et donc, pour nous, c'est lui qui est congolais d'origine, c'est celui qui a dans l'origine ou les ethnies d'origine, qui est dans une des ethnies qui existait au moment où le Congo devenait la République démocratique du Congo, en 1960. C'est cela notre consensus. Et c'est cela en réalité, pas les hommes, c'est cela en réalité qui est le ferment qui nous rattache à cette nation. À partir du moment où ce consensus-là saute, excusez-moi, mais nous avons exactement l'effet inverse à ce qu'il croit que cette loi-là, Tchani, va produire. S'il n'y a pas de balkanisation au Congo, c'est parce que les gens se sont entendus sur qui est congolais, qui ne l'est pas. À partir du moment où vous cassez ce consensus... Mais Tchani ne le refuse pas. C'est ça le problème. Il dit que vous êtes congolais des pères. Oui. Vous êtes congolais, oui. Vous êtes congolais des mères. Oui. C'est là le problème. Les gens qui défendent la loi disent de vous tout simplement que c'est de la mauvaise foi. Tchani ne remet pas en cause la congolité ou la nationalité des gens. Mwamba, vous êtes congolais parce que votre maman est congolaise. Oui, vous êtes congolais. Gardez votre nationalité. Mwamba, vous êtes congolais parce que votre père est congolais. Oui, vous êtes congolais. On ne vous retire pas votre nationalité. On verrouille tout simplement l'accession à certaines fonctions. Écoutez. Vous savez, la subtilité de la chose, c'est celle-là. C'est qu'ils utilisent des éléments généraux, mais qui ne cadrent pas en réalité avec ce que nous sommes en train de dire. C'est du sophisme. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la loi Tchani crée des Congolais de seconde zone. Nous sommes tous Congolais d'origine, ok? Parce que d'ailleurs, en fait, c'est pas exactement ce qu'ils disent, parce que j'ai suivi le député Ntigny lui-même dire qu'on va même changer la constitution, donc changer la définition de ce qu'est un Congolais d'origine. C'est cela, pour que cette loi-là passe, il faudra changer. C'est quoi un Congolais d'origine? Il faudra que ça change. Or, à partir du moment où ça change, le consensus est cassé. Donc c'est faux. Ce qu'ils disent, c'est en réalité qu'on va changer la définition de ce qui est Congolais et qui ne l'est pas. Créant par la suite, donc, des Congolais de seconde zone. Des Congolais, comme on les appelle, les demi-Dakar. Les effets ne se ressentiront peut-être pas aujourd'hui, mais comme en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans plus tard que ces effets-là se sont ressentis et il y a eu une guerre civile. Nous sommes en train de faire un appel, pas seulement à ce que les gens puissent s'arrêter, mais un appel à la réconciliation. Nous sommes un même peuple. Les peuples de l'Est, du Nord, que ce soit un Congolais demi-Dakar ou pas, nous sommes tous un même peuple. Parce que nous avons eu dans ce pays des Congolais, comme on dit, demi-Dakar, et qui ont servi le pays. Vous pensez franchement que la magistrature congolaise qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à un Congolais demi-Dakar, Kengo Wadondo? Est-ce qu'il n'y a pas des Congolais demi-Dakar comme Mabadou Ndala qui ont donné de leur vie pour sauver ce pays? Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Nous sommes dans un procès d'intention, nous sommes dans un débat le plus subjectif possible, il n'y a rien d'objectif dans ce qu'ils sont en train de dire. Et lorsqu'ils évoquent les questions liées notamment à la protection de la balkanisation, vous dites que c'est des arguments fallacieux, il n'y a rien. Non, mais écoutez, les demi-Dakar ne vont pas nous mettre en insécurité. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que le ferment qui nous unit, le plus grand paravent contre la menace de balkanisation, c'est le consensus que nous avons eu à Sun City sur la nationalité, notamment. C'est parce que ces gens-là, qui ont refusé, comme on le dit, de balkaniser ce pays, se sont mis ensemble, ont eu un consensus que le pays est ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, la démarche est l'inverse.
elle constitue donc à tuer le consensus de Sun City. Nous ne disons pas que la constitution en question est parfaite, mais simplement nous pensons qu'au vu de l'expérience que nous avons, au vu des expériences des autres, il y a des réformes que nous avons faites à un certain moment qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Et celle-ci, sur la nationalité, elle expose, au vu de l'histoire de tous ces pays qui ont essayé d'aborder les choses dans les mêmes directions que ça prend aujourd'hui, elle expose ce pays au délitement et à la véritable balkanisation. Je ne voudrais pas individualiser les débats, mais le contexte m'y oblige quand même. Certains estiment que c'est la tête de Moïse Katumbi qui ne plaît pas, qui ferait peur à M. Tshisekedi, et que ceci est tout simplement le fruit des enquêtes, ou plutôt d'une étude menée dans son laboratoire pour écarter Katumbi. Est-ce que vous pensez que Katumbi est la cible de cette loi qu'on appelle la loi Tiani? Non, je pense simplement que c'est légitime que ceux qui soutiennent Katumbi, en tout cas tous les... Vous savez, le vote au Congo, il est sociologique. Les gens votent en fonction du fait que ça, c'est mon frère, c'est quelqu'un de ma contrée, de ma région, etc. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas tous les sociologues vous diront, c'est comme ça que le vote est régi ou fonctionne au Congo. Donc c'est tout à fait normal que ceux qui se considèrent frères de Moïse Katumbi puissent considérer que voilà, peu importe les raisons qu'on avance, c'est le nôtre qui est visé. Tout comme ceux qui ont vu Vital Kamerhe être condamné par la justice, pour des faits vrais ou pas, avec ou sans preuve, considèrent que notre frère avait des ambitions présidentielles et il est visé. Ceux qui aujourd'hui considèrent Matata Ponyo comme leur frère considèrent qu'après 3 réquisitoires du procureur général, 5 même, sur la même personne, alors qu'il y a beaucoup d'autres anciens dirigeants qui traînent librement, qui ont même des dossiers qui ont même des rapports de l'IGF, mais ils ne sont pas du tout inquiétés. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement, notre frère, il est visé. Il y en a aussi qui pensent, au Bandundu de Martin Fayoulou, excusez-moi, je ne dis pas que toute la région à lui, qui pensent que puisque on nous a volé la victoire de 2018, eh bien, notre frère, ils n'ont pas encore fait ce deuil-là. Voyez-vous, il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Les choses sont comme ça. Et ne pas le dire comme ça, c'est-à-dire c'est Katumbi. C'est-à-dire que oui, il y a des Congolais qui pensent comme ça. Et vous, moi, nous, notre appel. Je suis là, je suis avec vous. Écoutez, vous pensez pareil? Écoutez, j'ai beau penser, mais je ne peux pas dire les choses dont je n'ai pas de preuves. Mais simplement, je fais une analyse, je me dis oui, ça peut être ça. Tout simplement. En faisant une analyse, je me dis, bah, mais tiens, mais avoir la latence avec laquelle l'UDPS ne va pas contre ça, je me dis, mais ce qu'ils me disent au consent, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec cette façon-là de voir les choses, alors qu'ils savent que ça exclut un de leurs partenaires de choix. Non, mais ceux qui défendent la loi Tiani disent aussi, mais pourquoi vous avez peur? Parce que la loi est amenée au vu et au su de tout le monde à l'Assemblée nationale, qui n'est pas homogène d'une certaine manière. Il y a quand même beaucoup d'autres forces. Katumbi lui-même a plus de 70 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Kabila est pareil. Mais pourquoi vous refusez ces débats-là? C'est quand même un débat qui permet à notre démocratie de pouvoir respirer. C'est un débat républicain, surtout qu'il est amené au temple de la démocratie. Pourquoi on ne laisserait pas la loi aller jusqu'au niveau d'un débat et l'Assemblée nationale légitimement va en discuter et en parler? Qui est passé avant moi ici, qui a dit que le président de la République pouvait changer toute une majorité. Il avait le droit de le faire. Alors qu'hier, il disait que c'était anticonstitutionnel et qu'il avait violé des lois. Donc vous voyez, vous comprenez que dans notre pays, rien n'est impossible. Si exactement c'est boutiqué, on a beau chanter que c'est un débat républicain, etc. Mais quand c'est boutiqué, tout est joué d'avance. Ce que nous disons, c'est qu'il y a une procédure politique d'exclusion d'un potentiel candidat à la présidentielle. Et que cela est porteur du germe de la division et de la véritable balkanisation. C'est comme ça que nous voyons les choses. Maintenant, on va s'expliquer, on va dire tout ce qu'on va dire, mais la réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est celle-là. Parce que Katumbi ne serait pas candidat, je ne pense pas franchement que cette loi-là ne ferait même le buzz comme il le fait aujourd'hui. J'ai reçu quelqu'un de la mouvance présidentielle actuelle qui défend le régime de M. Tshisekedi, qui m'a dit, Perrault, je vous vois recevoir beaucoup de gens, mais quand vous êtes en face de quelqu'un du FCC, il est assez dur, dis-lui de la fermer quand il évoque la question de Moïse Katumbi. Katumbi est rentré au pays par la bonne volonté de M. Tshisekedi. Katumbi n'a pas participé aux élections
par la mauvaise volonté de M. Kabila qui lui a créé des problèmes. Aujourd'hui, les 600 mercenaires, on ne le voit pas. Aujourd'hui, la question des Stéliona avec Stopis, qui est d'ailleurs en prison, il a été clairement établi que c'était un montage que M. Kabila a fait pour exclure M. Katumbi. Alors, ceux-là qui viennent avec un discours comme le vôtre n'ont pas des leçons à donner aux gens. Est-ce que quelqu'un qui travaille avec Kabila comme vous, du centre, quelqu'un qui a été au FCC, je parle de vous, je parle de Germain Kambinga, votre président, quelqu'un qui est du FCC, qui à un certain moment donné de l'histoire de ce pays a exclu les gens du processus électoral, a-t-il des leçons à donner sur une possible exclusion d'un candidat comme vous le faites là? Je crois qu'il y a des émissions que j'ai faites il y a très longtemps, à l'époque. Je crois que j'étais parmi ceux qui, même le centre, était parmi ceux qui pensaient à l'époque qu'il fallait absolument que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin. Parce qu'il fallait permettre à Katumbi de revenir. Mais vous savez ce qui est intéressant dans ce que vous dites? Ceux qui disent qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner, ça veut dire qu'ils font exactement les mêmes choses que nous. Vous voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, au nom de l'état des droits, il y a des candidats qui sont écartés. N'est-ce pas? Katumbi n'a jamais été interdit de revenir au pays, excusez-moi. Il avait des problèmes avec la justice. Il est arrivé au poste frontalier de Kasumbalesa. Je me rappelle, à l'époque, le ministre Ménédir, il n'a qu'à entrer, la police l'accueillera. C'était cela. Il pouvait entrer, mais au nom de l'état de droit, il avait des problèmes avec la justice et il allait aller répondre à la justice. Il n'est pas entré parce qu'il ne voulait pas, il estimait que cette justice... Le pays n'avait pas ouvert les frontières. Non, excusez-moi, je ne sais pas, je ne me rappelle pas que ce soit cela. Parce que je me rappelle qu'il y a eu le porte-parole du gouvernement qui a dit clairement qu'il n'y avait pas de problème. S'il entre, il va avoir des problèmes. Au fait, pas qu'il va avoir des problèmes avec la justice, mais il va répondre à la justice parce qu'il avait des problèmes avec la justice. Voilà. Le monsieur Katumbi n'est pas entré à cause de cela. Maintenant, aujourd'hui, Kabila n'a jamais fait de loi pour exclure les Congolais. C'est pas vrai ça. Ici, on monte d'un cran. Si c'était hier l'exclusion, aujourd'hui c'est une super exclusion parce qu'avec lui, on sacrifie beaucoup d'autres Congolais qui sont dans le cas de Katumbi, qui forment même le ferment de cette nation. Je rappelle ici que Mamadou Ndala est mort à cause de ce pays. Il ne peut pas devenir dirigeant de l'armée de ce pays. Pourquoi? À cause de son origine familiale. On est sérieux là? C'est cela au fait qui expose le pays à une véritable balkanisation. Ce n'est pas tous ces arguments fallacieux. Vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un hier pour faire exactement comme lui ou même pire que lui une fois que vous êtes aux affaires. Docteur Rodrigue Mwamba, je suivais un homme politique hier, Denis Sessanga, qui me dit à l'heure où nous sommes, la seule personne capable de mettre fin à ces feux qui est entré d'une certaine manière découvert, c'est le président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, garant de l'unité congolaise. Monsieur Tshisekedi est en train de vous suivre. Si vous essayez de demander de lui lancer un message, lui comme président de la République, comme père de la nation, par rapport à ce que vous dites, vous lui direz quoi? Monsieur le président de la République, le centre, le mouvement de Germain Kambinga, a fait un appel récemment. Et il vous demande d'arrêter cette descente vers les enfers du pays. Il n'y a pas que la loi Tchéni. Il y a la montée du tribalisme. Il y a tous les conflits à l'Est. Il y a cette sorte de justice qui donne l'impression que c'est la justice des vainqueurs. Parce qu'il y a que les faibles qui sont poursuivis, alors que ceux qui sont avec vous, ils sont épargnés. Il n'y a que ceux qui osent lever la tête contre vous, qui sont poursuivis, alors que tous ceux qui viennent s'aligner derrière vous ne sont pas inquiétés. Il est temps que vous puissiez réaliser votre promesse d'organiser ce forum sur la paix et la réconciliation. C'est ce que demande le centre. Et nous voulons préciser que ce forum, nous ne le demandons pas parce que nous voulons rentrer au gouvernement. Le centre, nous sommes clairs là-dessus. Il faut que le gouvernement Sama Lukonde reste en place jusqu'en 2023. Mais parce que les élections de 2023 sont un moment par excellence d'acutisation des crises, il est important que le Congolais puisse vivre en paix et puisse se réconcilier avec lui-même. Vous parlez d'élection de 2023, allons-y justement. Il commence de plus en plus à être évident qu'on n'aura pas élection en 2023. Moi, j'en veux pour preuve la déclaration du président de la République lui-même. Sur Jeune Afrique, on lui pose la question de savoir, M. Tshisekedi, est-ce que vous garantissez qu'on aura élection en 2023 et dans la date prévue, notre président de la République, l'homme censé être le mieux informé, nous tous, a répondu de manière aussi claire en disant bien mal est, c'est lui qui peut le garantir. Donc, il commence à être clairement établi qu'il n'y aura pas élection. Vous êtes un acteur politique. Puisqu'il n'y aura pas élection en 2023, visiblement, sur quelles conditions, vous, le centre, vous, docteur Rodrigue Mwamba, accepterez que M. Tshisekedi puisse poster les élections de 2023? Non, écoutez, ça serait trop
précoce de le dire parce que je ne suis pas mandaté pour le dire, mais simplement une analyse que je ferai, c'est que, oui, c'est vrai, il y a des signaux super inquiétants qu'il n'y aura pas élection en 2023. Et c'est inquiétant. C'est une crise qui vient s'ajouter à une autre. Et donc je pense que désormais, et ce forum deviendra inévitable. Mais il ne faudrait pas qu'on en arrive là, parce que de toutes les façons, s'il n'y a pas les moyens pour faire les élections, on ne fera pas l'impossible. Et s'il n'y a pas les moyens, il n'y aura pas élection, c'est clair. Le problème, c'est peut-être dans notre constitution, le problème, on ne sait pas où il est, mais simplement, il y a plusieurs signaux qui nous disent que, oui, c'est vrai, c'est possible qu'il n'y ait pas élection en 2023. Déjà, la loi électorale, nous l'avions dit, la responsabilité du chef de l'État par rapport aux futures élections, c'est garantir leur transparence et que les résultats qui seront annoncés à leur issue soient fidèles à la vérité des urnes. Mais la loi est passée sans consacrer la dépolitisation de la CENI. C'était pour nous le premier couac. Maintenant, nous voyons qu'on préfère le recensement aux élections, que de plus en plus il y a une rhétorique vers un report des élections, à moins que ça soit une stratégie de diversion pour mieux se préparer. Nous disons, Monsieur le Président, arrêtez cette descente aux enfers. Le pays, il est en danger. Il suffit de vous promener sur le boulevard Lumumba en rentrant le soir. Voyez cette masse de gens qui rentrent le soir vers la Tchangou et ceux qui sont sur les motos. Observez-les. Voyez comment les gens s'insultent parce qu'ils sont d'une tribu et les autres sont d'une autre tribu, parce qu'ils estiment qu'on leur a volé la victoire et d'autres pensent qu'ils sont maintenant les maîtres du pays. Écoutez, il suffit d'une petite étincelle pour que les choses bardent. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État de convoquer ce forum, que les Congolais se parlent et que les Congolais puissent se réconcilier. Un forum de plus, hein. Après on va se partager les pouvoirs comme on a l'habitude de les faire. Disons, ce n'est pas ça l'objectif. Un forum de plus. Ça n'est pas ça l'objectif. Nous voulons un forum. Kambinga ne refusera pas un poste. Hein. Bon, écoutez, déjà que nous avons... Il a même accepté d'être le dernier du gouvernement. Déjà que nous avons... Vous savez qu'au dernier gouvernement, il était le tout dernier. Notre objectif. Pardon? Au dernier gouvernement, c'était lui le tout dernier. Oui, mais ça dépend. Vous savez, c'est pas le poste qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le poste. Après, qu'est-ce qu'il en a fait? C'est ça la vraie question. Donc, vous ne participerez pas à un gouvernement à l'issue de ce forum-là? Nous pensons qu'il faut que ce forum ne donne pas lieu à un partage de pouvoir et que le gouvernement Sama Lukonde devra rester jusqu'en 2023 s'il y a élection. C'est une rhétorique qu'on connaît, mais la finalité également, on la connaît. Vous avez parlé de la justice, docteur Rodrigue Mwamba. Vous êtes de ceux qui pensent que la justice est aujourd'hui un instrument en double vitesse utilisé par le fort contre le faible. Qu'est-ce que vous dites de la condamnation du président de la coordination de la jeunesse d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, M. Jacques Ndala, qui a écopé de 2 ans de prison hier? On a tous regretté d'abord la façon dont il a été appréhendé par les services de sécurité. Tout ce qu'on a dénoncé hier, nous avons remarqué que la façon dont il a appréhendé est tout simplement plutôt illégale. Il faut dire les choses comme telles qu'elles sont. Donc nous condamnons cette façon d'appréhender les gens. Mais ce que nous disons, c'est qu'il est condamné parce qu'il a été pour désobéissance. Pour incitation à la désobéissance civile. Mon Dieu. Aujourd'hui, Martin Luther King ferait la prison au Congo. Voyez-vous? Martin Luther King ferait la prison au Congo parce que c'était le roi de l'incitation à la désobéissance civile. Voyez-vous où est-ce que nous sommes en train d'aller? Il a été condamné parce qu'il a dit aux gens de se préparer à résister. Je ne sais pas, moi, c'est son propre combat. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Mais il y a des gens qui insultent matin, midi, soir, sous les arbres à limiter. C'est filmé. Et tout le monde le sait. Ils ne sont pas inquiétés. Il a fallu que quelqu'un qui n'est pas de la même obédience politique fasse peut-être pas la même chose, mais quelque chose qui ressemble à cela pour qu'il soit immédiatement arrêté de manière irrégulière et envoyé en prison de manière expéditive. Non, nous condamnons cette façon de faire les choses. L'état des droits, justement. Ce qu'on ne voyait pas avec Kabila, c'est l'état des droits. Il n'est pas le seul. Au moins sous Kabila, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de faible. Vous savez, Perrault, nous disons au centre. Un directeur de cabinet du président est là-bas, un mandataire est là-bas, un ancien premier ministre est inquiété. C'est justement l'état des droits. La règle commune, elle est utile, elle est efficace si elle s'applique de la même façon à tout le monde. À partir du moment où vous êtes d'une obédience politique qui n'est pas en accord avec le pouvoir, peu importe, même aujourd'hui, Katumbi, qui pour nous est visé par cette loi, et à l'Union sacrée, avec l'UDPS.
Monsieur Vital, ça ne nous étonne pas, parce que Vital Kamerhe lui-même avant lui avait payé les frais. Même si on dit qu'on s'était entendu, qu'il s'était entendu, etc. Mais ce n'était pas encore rendu public et Vital Kamerhe ne cachait pas ses ambitions. Maintenant, ce que nous disons, c'est qu'il y a des Congolais qui sont dans l'obédience, qui ont des problèmes avec la justice. L'IGF lui-même a fait des rapports sur eux. Nous parlons de Teni Longondo, nous parlons de monsieur, celui qui était ministre de la formation professionnelle, etc. Tout ce monde-là, leurs dossiers sont là, ils sont pendants. Si c'est l'état des droits, pourquoi on ne les inquiète pas? Pourquoi toutes ces allégations sur les détournements de fonds publics, lorsqu'ils concernent les membres du pouvoir, on étouffe l'affaire et puis on passe? Voilà, c'est que nous disons qu'il y a une justice à double vitesse et que les Congolais doivent s'asseoir pour parler et se réconcilier. On va terminer cette émission à la 42e minute, me signale-t-on. Félix Tshisekedi, vous êtes de l'opposition, vous l'avez beaucoup critiqué. Son bilan est nul, son bilan est ceci, son bilan est là. Non. Mais quand même, vous avez vu la joie dans le marché. Le poulet Fatih Béton. Un carton de poulet est maintenant à 10 $. J'ai vu un poulet se vend à 2500 ou à 1500. Sérieusement, je suis encore célibataire, j'ai pas vu ça. Vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux. Non, je suis dans le marché. Les Congolais en train de se réjouir de ces poulets-là qu'on comprend. Comment vous jugez le bilan de M. Tshisekedi à mi-mandat? Dites-moi un peu. Non. Vous dites quoi? Qu'on est en train de stagner, qu'on est en train d'avancer ou on est en train de reculer? Non, écoutez, c'est quand même difficile de juger le bilan du président de la République à mi-mandat, mais simplement nous disons qu'il y a d'un côté beaucoup d'envie, en tout cas de volontarisme dans la façon de vouloir faire les choses, mais d'un autre côté, beaucoup de choses pratiques qui contrastent avec l'intention qui est annoncée. Donc à partir du moment où les actes ne suivent pas les paroles, je pense qu'il y a un problème et qu'il est temps que nous puissions rectifier les tirs. Il est encore temps de mieux faire. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas dans la logique de penser qu'il faut que le président échoue. Ça ne profitera pas au Congo. Il faut que le président réussisse. Et c'est ça le rôle de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas de la haine pour voir Félix Tshisekedi échouer. Non. Mais lorsque les mêmes personnes qui ont trompé les anciens présidents sont en train de le tromper, on doit le dire. On doit dire qu'il y a un problème. On va finir cette émission. La dernière fois que vous êtes venu ici, vous avez dit que Germain Kambinga a repris le parti en main. On va commencer la redynamisation des activités. Comment vous voyez l'avenir? Les candidats à tous les niveaux, si jamais il y avait Germain Kambinga sera candidat président de la République aux élections législatives. Okay. Il est en train d'envisager de le faire chez lui. Et voilà, donc nous sommes déjà en train de nous préparer très sérieusement là-dessus. Donc nous allons revenir parce que la politique, Kambinga c'est comme une bête politique, c'est dans le sang, c'est instinctif, il ne raisonne pas là-dessus. Le parti va bien donc? Le parti va à merveille. En tout cas, nous nous préparons pour revenir. Si j'aimerais partir à venir à la Rabapio Nagombe, derrière la Ezali. Derrière la RTGA. Ah, derrière la RTGA. Mais nous, vous en avez venu de l'enseignement à terre. Non, bisous de la Gombe, na Sima RTGA. Et M. Sili. Docteur, bossa à Bozonga, vous avez un peu de oh non. Le gouvernement est école à Bissoma. Tokoufi Mingi. Sans rien. Vous savez, il y a des médecins qui dorment dans des églises, hein, en passant. C'est triste. Les médecins deviennent des indigents aujourd'hui. Donc, le gouvernement paie avec la Bissoma. Docteur Rodrigue Mwamba, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était donc Docteur Rodrigue Mwamba, qui est porte-parole du mouvement Le Centre de Monsieur Germain Kambinga, qu'on salue d'ailleurs de loin. Germain Kambinga, voici nos salutations. Souvent, il est toujours avec son ami Yves Kissombe. Yves Kissombe, j'en profite également pour vous faire un coucou. Les deux bons amis qui ne se séparent jamais. Retrouvons-nous lors d'un prochain numéro de cette émission. Entre-temps, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée et à dire grand merci à mon équipe technique qui m'a permis d'entrer en contact avec vous. Bonsoir chez vous.
recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.